L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on parle de la classe moyenne. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine. Au cours des dernières semaines, je me demandais si la classe moyenne n'est pas en train de s'effriter au Québec. Regardez certains articles que je lisais. On nous dit timide augmentation des salaires au Québec, gel de salaire et abolition de primes pour 15 000 employés d'Hydro-Québec, gel de la masse salariale, classe moyenne s'est réduite dans certains pays riches, la classe moyenne est en difficulté. De l'autre côté, je lis d'autres articles qui disent hausse des taxes, prix du lait d'essence peu de répit à l'horizon, hausse du prix de la viande du jamais vu. On nous dit que la Société d'assurance auto du Québec va augmenter le prix des plaques. On nous dit que la Régie de l'énergie, ça a le feu vert d'Hydro-Québec, va augmenter. Puis on nous dit même que le thème va passer de 63 sous à 1 $. C'est pour cette raison que je me disais, mon Dieu, la classe moyenne, est-ce que les salaires suffisent? Faites quelques lectures, puis regardez. Il y a une lecture que j'ai faite qui est intéressante, qui a été faite par le site de l'Institut du Nouveau Monde, que j'ai trouvé ça. Le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie nous dit qu'au Québec, la classe moyenne, c'est les gens qui gagnent entre 40 et 85 000 $. OK? Ils nous disent qu'avant 1980, il y avait une augmentation des travailleurs. Il y avait une croissance de la population active. Ce qui faisait que la classe moyenne était en santé et elle grandissait. Okay? À titre d'exemple, des années 45 à 73, là, on nous dit, dans ces années-là, il y avait plus de maisons qui se bâtissaient, les gens consommaient des automobiles, achetaient des automobiles, allaient acheter des meubles, etc. L'économie était en croissance. On nous dit que depuis les années 80-82, c'est un autre effet. Il y a un enrichissement de la classe qui est la plus riche. Okay? La classe moyenne, elle ne veut pas être en reste, puis elle va continuer à consommer, mais surtout par endettement. Okay? Il y a un effet qui est un peu pervers de ce côté-là. On nous dit aussi qu'il ne faut pas juste se fier au salaire pour établir les gens dans la classe moyenne, parce que oui, le salaire est important, mais on nous dit qu'il y a d'autres facteurs qui sont importants, comme par exemple le taux d'imposition. Okay? Le taux d'imposition qu'on fait aux plus riches va servir à rééquilibrer les déséquilibres et faire en sorte que la classe moyenne, la classe la plus pauvre, va pouvoir avoir un niveau de vie qui va plus ressembler. On équilibre les niveaux de vie de cette façon-là. Au niveau, j'ai fait une autre lecture. L'auteur a analysé la mutation, l'évolution des classes moyennes de 1982 à 2008. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'à partir du salaire de la classe moyenne, là, elle ne peut pas rester dans la classe moyenne. On a besoin des autres mécanismes que je vous ai mentionnés, entre autres l'impôt, entre autres les paiements de transfert et entre autres l'amélioration des revenus de retraite qui sont importants. L'auteur dit que l'effectif, le nombre de personnes dans la classe moyenne n'a pas diminué, okay, de 82 à 2008, mais il y a eu des changements. Entre autres, là, en 82, un ménage de la classe moyenne sur deux comptait des enfants. Puis en 2008, il y avait 25 des ménages de la classe moyenne qui avaient des enfants. Alors, il y a une modification à ce niveau-là. Bonne nouvelle au niveau mondial, hors Amérique du Nord, on voit que la classe moyenne est plus grande. Il y a 50 de la population mondiale actuellement qui est dans la classe moyenne. Quand BRP ferme une usine au Québec, puis ça va fabriquer des motoneiges au Mexique, il crée 500 emplois, il développe une classe moyenne là-bas. Bon, j'ai un de mes amis qui est dans le pharmaceutique, qui vend maintenant des médicaments en Afrique du Nord, alors ça développe une classe moyenne dans ces endroits-là. Moi, ce que je pense comme réflexion, c'est que on se fait challenger avec nos pertes dans le poids manufacturier ici, mais ça contribue au niveau mondial à développer une classe moyenne un peu partout sur la planète. Il y a un effet mondial, il y a une qualité de vie qui est plus là. Je constate que depuis 10-15 ans, les gens ont mis beaucoup d'argent dans l'immobilier. L'immobilier, c'est sûr qu'avec les années, il va y avoir une certaine croissance, mais la capacité des gens de consommer comme le restant de la classe moyenne est peut-être hypothéquée un peu à cause des dépenses qu'ils ont engagées pour un très long terme. Je constate que en investissement, on a probablement besoin d'investir hors Amérique du Nord parce que
l'augmentation de la classe moyenne dans le restant du monde, il va y avoir augmentation de la consommation, il va se faire des profits, puis il y a de l'argent qui va se faire dans ces endroits-là. Il faut se protéger contre l'inflation. Puis protéger contre l'inflation dans nos investissements, ça veut aussi dire investir dans des compagnies dans lesquelles on consomme. Hein? On achète des automobiles, des épiceries, on achète des vêtements, etc. On a probablement besoin d'investir dans ces compagnies-là qui, eux autres, devraient être capables de battre l'inflation. Alors, ceci dit, la conclusion, il semble que la classe moyenne est en mutation, est en changement, mais ce qu'on nous dit, la classe moyenne ne s'effrite pas tant que ça. Bien, merci beaucoup, M. Marleau.